Plus 700% depuis 2014. C'est la performance du portefeuille de Nancy Pelosi. Et c'est la première chose qui m'a frappé quand je l'ai analysée. Elle a fait mieux que Warren Buffett. Oui, l'opposante numéro un de Donald Trump, l'ancienne speaker de la Chambre des représentants, a réussi à bâtir, avec son mari, un portefeuille qui a surclassé la plupart des hedge funds les plus puissants de Wall Street. Alors, forcément, une question s'impose. Comment cette ancienne opposante a-t-elle pu bâtir un portefeuille qui fait mieux que Wall Street au complet? Quel est son secret? Est-ce le fruit d'un flair d'investisseur exceptionnel, un simple coup de chance répété année après année, ou bien le signe qu'il existe un avantage caché réservé à ceux qui circulent dans les couloirs du pouvoir? Parce que, sur le papier, son portefeuille a tout pour impressionner. Des positions massives dans justement des leaders mondiaux de la tech, une exposition croissante à l'intelligence artificielle, aux semi-conducteurs et au cloud, et surtout des performances qui font rêver n'importe quel trader particulier. Mais quand on regarde de plus près, on découvre quelques zones de fragilité. On réalise que cette réussite cache aussi une prise de risque énorme et qu'un portefeuille aussi concentré peut être à la fois une fusée et une bombe à retardement. Bonjour à tous, c'est Sébastien Valton, conseiller en investissement financier et chef des opérations du logiciel Value Investing Screener, Divis pour les intimes. Et aujourd'hui, je suis très content puisqu'on va décortiquer ensemble le portefeuille de Nancy Pelosi, donc une personnalité publique, c'est une première pour cette chaîne. Et nous allons voir, qui est vraiment cette femme devenue une star involontaire de l'investissement, si j'ose dire. Comment son portefeuille a-t-il pu battre les plus grands? On va prendre sur un horizon plus court, je vous dirai pourquoi juste après. Et surtout, quelles leçons un investisseur particulier peut-il tirer de cette stratégie hors norme sans tomber dans les pièges des apparences? Mais attention, petit rappel, ce que vous allez entendre n'est pas une recommandation d'achat ou de vente. Mon objectif est purement éducatif. Comprendre, analyser et tirer des enseignements concrets pour investir sur le long terme. Et ce n'est évidemment pas une recommandation personnalisée au sens de l'AMF et n'oubliez pas, investir comporte des risques. Donc maintenant, restez bien jusqu'au bout, petit conseil, puisque vous allez voir que derrière les performances spectaculaires se cachent aussi des risques dont on parle beaucoup moins. Je vous propose qu'on entame cette vidéo avec un bref portrait de notre protagoniste du jour et on enchaînera sur l'analyse du portefeuille. Nancy Pelosi. Rien que le nom évoque un mélange de pouvoir, stratégie et pour certains une réussite financière presque insolente. Mais qui est vraiment cette femme devenue une figure incontournable de la politique américaine et surtout pourquoi son nom est aujourd'hui associé de près ou de loin à la bourse? Nancy, pour être bref, née en 1940 à Baltimore, dans une famille où la politique n'est pas une option mais plutôt une évidence. Son père, Thomas d'Alexandre Jr., est membre du Congrès avant de devenir maire de la ville. Autrement dit, Nancy grandit dans une maison où les campagnes électorales remplacent les repas de famille tranquilles, où les discussions portent plutôt sur stratégie politique plutôt que sur la météo. Elle est la seule fille d'une fratrie de 7 enfants, autant dire qu'il fallait avoir du caractère pour se faire entendre. Diplômée en sciences politiques en 1962, Nancy épouse l'année suivante Paul Pelosi et retenez bien son nom, il est important. C'est un jeune homme d'affaires et ensemble, ils vont s'installer à San Francisco où Nancy ne se lance pas immédiatement dans la politique frontale. Elle choisit d'abord de travailler en coulisses dans l'organisation du Parti démocrate. Elle va lever des fonds, bâtir des réseaux, apprendre à manier les rouages, si je puis dire, de la machine politique. C'est une investisseuse patiente, mais pas en action, en capital politique. En 1987, le destin frappe à sa porte. Après la mort de la représentante Sarah Burton, Nancy Pelosi est choisie pour reprendre son siège au Congrès. Elle, ne l'a jamais lâché depuis. Année après année, elle gravit les échelons. Whip, leader de la minorité. Puis en 2007, elle entre dans l'histoire en devenant la première femme présidente de la Chambre des représentants, l'équivalent du Speaker of the House. C'est elle qui fixe l'agenda, organise les débats et arbitre les grandes batailles législatives du pays. Sous Obama, elle joue d'ailleurs un rôle clé dans l'adoption de l'Affordable Care Act. Sous Trump, elle devient sa principale opposante. On se rappelle tous la fameuse photo où elle se dresse face à lui à la Maison-Blanche, le doigt pointé, restera comme une image d'affrontement symbolique entre deux Amériques. Mais derrière la politicienne, il y a un couple. Car si Nancy est la figure publique, Paul, son mari, est l'homme de l'ombre dans un autre domaine, les marchés financiers.
Ensemble, ils ont bâti une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars. Officiellement, Nancy Pelosi ne détient presque rien en actions. Les seuls biens qu'elle a déclarés sont une maison en Californie et un compte bancaire de quelques dizaines de milliers de dollars. Mais Paul, lui, gère un portefeuille impressionnant, composé d'investissements parfois si judicieux qu'on a fini par leur donner un surnom, les Bonnie and Clyde de l'investissement. Le parallèle est ironique, bien sûr. Là où Bonnie and Clyde braquaient les banques dans les années 1930, Nancy et Paul semblent avoir trouvé une autre façon de battre le système, en réalisant des choix financiers qui dépassent souvent les résultats des meilleurs gestionnaires de Wall Street. Et depuis l'adoption du Stock Act, une loi qui oblige les membres du Congrès à publier leurs transactions financières, chaque mouvement du couple est scruté à la loupe. Certains investisseurs se contentent même de suivre à la trace leurs déclarations, comme on suivait les signaux d'un grand fonds spéculatif. C'est là que l'histoire devient fascinante. Puisque si Nancy Pelosi reste avant tout une figure politique majeure, connue pour son habileté à manier les rapports de force à Washington, son nom est aujourd'hui associé à une autre réalité, celle d'un portefeuille boursier qui intrigue, inspire et parfois scandalise. Et si je vous dis ça, c'est que Nancy Pelosi n'a pas seulement été la femme qui a tenu tête à Donald Trump au plus haut sommet du pouvoir américain. Elle a aussi été, malgré elle, le visage d'un débat brûlant, celui du mélange entre pouvoir politique et fortune privée. Et vous allez voir que là, ça devient de plus en plus intéressant. Pendant la présidence de Donald Trump, leur affrontement est devenu emblématique. Elle était, je vous l'ai dit, la figure de l'opposition, l'image même de la résistance démocrate face à un président populiste et imprévisible. Les procédures de destitution, les batailles budgétaires, les fermetures d'administration, à chaque fois c'est Pelosi qui se dressait face à lui. Trump, de son côté, ne mâchait pas ses mots. Un jour, il y allait jusqu'à accuser publiquement l'ancienne speaker de s'être enrichie grâce à des informations d'initiés. Sa phrase a fait le tour des médias. Nancy Pelosi est devenue riche en ayant des informations d'initiés. Je pense que c'est honteux. Je pense qu'elle devrait être enquêtée. Mais, et là, on touche quand même à un point de l'investissement, et ça se rejoindra avec l'analyse du portefeuille. Qu'est-ce qu'un délit d'information d'initié? En finance, un délit d'initié survient lorsqu'une personne profite d'informations confidentielles, non encore publiques, pour réaliser des transactions financières. Imaginez, vous apprenez avant tout le monde qu'une entreprise va décrocher un contrat gigantesque qui peut changer justement sa croissance future. Vous achetez donc des actions, et le jour où l'annonce sort, le titre va s'envoler. Votre profit ne vient pas de votre flair, mais plutôt de l'accès à une information que les autres n'avaient pas. C'est illégal pour les dirigeants d'entreprises cotées et pour quiconque bénéficie de ces informations par ricochet. Mais dans le cas des membres du Congrès américain, il existe, une zone grise. Ils ne sont pas censés en profiter, bien sûr, mais ils assistent à des briefings confidentiels, lisent des rapports de sécurité nationale et votent des lois qui peuvent avoir un impact direct sur la valeur des entreprises. Autrement dit, même sans intention frauduleuse, le risque de conflit d'intérêts est énorme. Et c'est précisément ce qui alimente la suspicion autour des Pelosi. Prenez un exemple. Paul Pelosi, le mari de Nancy, vend plusieurs milliers d'actions Microsoft quelques mois avant la Federal Trade Commission n'annonce qu'une enquête antitrust contre le groupe. Plus tard, il revend des titres Visa peu avant que le ministère de la Justice ne dépose une plainte pour monopole. D'autres fois, il achète des options d'achat sur des entreprises de cybersécurité juste avant qu'un rapport gouvernemental sur la sécurité nationale ne mette le secteur sous le feu des projecteurs. Vous l'aurez compris, les coïncidences sont quand même troublantes. Et pourtant, aucune enquête officielle n'a conclu à un délit d'initié avéré. Et ce flou juridique a fini par créer un véritable phénomène. Les transactions des Pelosi sont devenues si scrutées qu'elles ont donné naissance à un concept presque parodique, le Pelosi Stock Tracker. Des milliers d'investisseurs suivent désormais leurs déclarations comme s'il s'agissait de recommandations d'analystes. Certains vont même plus loin, ils plaident pour la création d'un ETF Nancy Pelosi, un fonds qui répliquerait ses choix d'investissement. À la bourse, il n'y a pas plus grand signe d'aura que celui-ci, quand les marchés considèrent vos décisions comme un signal. Mais au-delà des controverses, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si vous aviez suivi les transactions Pelosi depuis 2014, votre rendement cumulé dépasserait les 700%. Le S&P 500 sur la même période, pour vous donner comme un ordre d'idée, affiche seulement 250%. Imaginez un portefeuille qui multiplie votre mise par 8 en une décennie contre 3 fois pour l'indice phare de Wall Street. À ce stade, même les légendes comme Warren Buffett semblent avoir été totalement distancées. En 2024, par exemple, le portefeuille seul de Paul Pelosi aurait généré un rendement de 54%, plus du double de la protection du S&P cette année-là. Selon
Même certains observateurs, il aurait même battu la performance de Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Buffett. Évidemment, cette surperformance nourrit les soupçons, mais elle alimente aussi la fascination. Comment un couple dont l'un est plongé au cœur du pouvoir politique et l'autre dans la gestion d'un portefeuille peut-il obtenir des résultats que même les hedge funds les mieux dotés peinent à reproduire? Nancy Pelosi, eh bien, bon, elle a été consciente de l'ampleur, on va dire, de la polémique. Eh bien, elle a fini, elle, par changer son discours. Elle soutient désormais la loi Honest, rebaptisée par dérision loi Pelosi, qui vise à interdire aux membres du Congrès et à leurs conjoints de négocier des actions. Le peuple américain mérite d'avoir confiance que leurs dirigeants servent l'intérêt public et non leur portefeuille personnel, a-t-elle déclaré. Une manière évidemment de répondre aux critiques, sans pour autant effacer l'impression qu'un avantage structurel existe vraiment. Alors, que faut-il en conclure? Est-ce le fruit d'un instinct exceptionnel, d'une lecture fine du marché, ou bien l'ombre d'informations privilégiées qui viennent nourrir les soupçons? Ce qui est certain, c'est que les Pelosi ont bâti année après année une fortune colossale grâce à des choix financiers qui ont, pour beaucoup, défié toutes les probabilités. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Après avoir vu le parcours de Nancy Pelosi et les controverses qui entourent ses investissements, nous allons maintenant plonger dans le détail de son portefeuille boursier. Quelle entreprise choisit-elle, ou plutôt choisissent-ils, elle et Paul? Quelle stratégie se cache derrière ces rendements hors normes? Et surtout, peut-on en tirer des leçons pour nos propres investissements? Regardons maintenant ce qui compose réellement le portefeuille des Pelosi. Et ce qui frappe d'abord, c'est sa concentration. On n'est pas du tout face à un portefeuille diversifié à la manière d'un ETF mondial qui dilue le risque sur des centaines d'actions. Ici, tout est resserré sur une poignée de géants technologiques et chaque ligne compte. Vous le voyez juste ici sur ce PDF. La première chose qu'on remarque, c'est le poids démesuré d'NVIDIA, qui représente à elle seule plus de 20% du portefeuille. Juste derrière, on retrouve Broadcom, un autre mastodonte des semi-conducteurs, avec 14%. Puis viennent Alphabet, donc la maison mère de Google à 11%, et Vistra Energy, un producteur d'électricité américain à 10%. Des sociétés comme Amazon, Microsoft ou encore Palo Alto Networks complètent l'ensemble. Et au milieu de ces titans, il y a une petite touche d'innovation. Tempus AI, une entreprise de santé spécialisée dans l'intelligence artificielle médicale qui représente déjà, on le voit, 9% du portefeuille. Autrement dit, ce portefeuille est une déclaration claire. Les Pelosi misent sur la technologie et plus précisément sur les entreprises qui construisent des infrastructures de l'intelligence artificielle et du numérique de demain. Ce ne sont pas des paris dispersés, ce sont des convictions fortes. Et ces convictions ont payé, vous allez le voir juste maintenant. On se retrouve donc sur le portefeuille des Pelosi et vous le voyez, j'ai extrait la performance des portefeuilles donc depuis 2024. Pourquoi? Parce que les lignes les plus récentes ont été incorporées en 2024, donc les données les plus récentes ont été incorporées en 2024. Mon objectif est évidemment de faire, la représentation la plus nette possible. J'aurais pu prendre le portefeuille depuis 2014, mais il y a eu tellement de turnover que j'ai préféré faire sur un horizon court pour évaluer le portefeuille tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc si on regarde 2024, on voit qu'il y a une très belle performance et tout ça a payé. Je vous rappelle que ces données-là et comment j'ai analysé ce portefeuille, c'est grâce à notre logiciel Backtest Vision qui est disponible via notre logiciel Value Investor Screener et qui vous permet en un clic déjà de constituer votre portefeuille, de backtester, c'est-à-dire de tester la performance sur plusieurs années de vos titres, mais surtout d'optimiser, de trouver la répartition selon les secteurs que vous voulez ou alors selon la performance que vous souhaitez, la volatilité, c'est-à-dire le risque que vous souhaitez, et de vous constituer ainsi un portefeuille antifragile sur le long terme. Maintenant que c'est dit, on va regarder donc la performance et on voit que si on compare la performance de ce portefeuille avec celle du S&P 500 donc depuis 2024, la différence elle est tout simplement spectaculaire. Là où l'indice américain progresse à un rythme annuel moyen de 18% à peu près, le portefeuille Pelosi affiche plus de 30% par an. C'est presque le double. En clair, si vous aviez investi 10 000 $ dans le S&P 500, vous seriez monté à un peu plus de 12 400 $. Avec la stratégie Pelosi, vos 10 000 $ vaudraient aujourd'hui 15 900 $. Mais attention, ces gains impressionnants ne viennent pas sans risque. Le portefeuille, on le voit, a connu une chute maximale, qu'on appelle également le max drawdown, une chute maximale de 34% contre seulement, si je puis dire, 18,8% pour le S&P 500. Et c'est ce qu'on appelle donc, je vous l'ai dit, le max drawdown. C'est-à-dire, en fait, en finance, la pire perte enregistrée entre un sommet et un creux. Imaginez par exemple grimper en montagne et voir la falaise se dérober sous vos pieds avant de remonter. Voilà ce que signifie un drawdown.
C'est une mesure clé pour comprendre non seulement combien on gagne, mais aussi combien on peut perdre en cours de route. Et la volatilité, vous le savez, c'est le prix de cette surperformance. Oui, le portefeuille Pelosi monte plus vite, mais il secoue aussi beaucoup plus fort. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont des capitaux monumentaux. Et ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, surtout en fonction de votre profil investisseur. Si vous êtes justement un investisseur un peu plus prudent et que voir votre portefeuille tomber du jour au lendemain de moins 20%, de moins 30% ne vous fait pas peur, alors oui, ce genre de stratégie est adapté. Mais si vous êtes un investisseur justement un peu plus fébrile, plus averse au risque, il faudrait peut-être miser sur une autre concentration. Si on regarde également, on va descendre au niveau donc que ce soit de la taille d'entreprise, mais également d'abord la répartition géographique, parce que je vous l'ai mis et on l'a vu ici, toutes ces entreprises-là sont américaines. Donc en fait, il y a une concentration surconcentration géographique. 100% des entreprises sont américaines. Donc il n'y a pas de diversification en Europe, en Asie ou dans les pays émergents. En finance académique, c'est ce qu'on appelle le home bias ou le biais domestique. C'est en fait un phénomène bien documenté. Les investisseurs ont tendance à surpondérer leur pays d'origine, ce qui les expose à des chocs locaux. Je ne peux pas confirmer que ce soit le cas pour les Pelosi, mais ça serait une bonne explication. Pour l'illustrer, je vais vous demander de vous souvenir, pour ceux qui le veulent, de la bulle Internet des années 2000. Les investisseurs américains, surconcentrés en valeurs technologiques nationales, ont vu leur portefeuille s'effondrer quand le Nasdaq, lui, a perdu près de 80% de sa valeur. On le voit donc, il y a une surconcentration géographique, mais quand on regarde également, il y a une surconcentration capitalistique. Le portefeuille ne contient absolument que des large caps. Il y a des entreprises avec des grosses capitalisations boursières, des méga entreprises déjà bien établies, pesant parfois plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est rassurant en termes de solidité financière pour la plupart, certes, mais cela limite la diversification. En cas de retournement sectoriel ou réglementaire qui frapperait la tech américaine, tout le portefeuille serait impacté d'un coup. Là encore, l'histoire boursière est riche en exemples. Des géants comme General Electric ou Nokia paraissaient intouchables avant de connaître des effondrements spectaculaires. Alors, est-ce une bonne stratégie pour un investisseur particulier sur le long terme? Oui et non. Parce que miser sur des leaders structurels de l'intelligence artificielle, du cloud et de la cybersécurité, c'est parier sur des tendances durables avec un potentiel énorme. Mais non si l'on espère dormir tranquille. Et je vais m'expliquer. Parce qu'un portefeuille aussi concentré, aussi volatile et aussi dépendant d'un seul pays expose à des secousses qui peuvent être très difficiles à supporter émotionnellement. Et comme l'ont montré de nombreuses études académiques, le pire ennemi de l'investisseur, n'est pas la baisse des marchés, mais sa propre panique au mauvais moment. Et quand on regarde également la concentration des secteurs, il n'y a que quelques secteurs qui sont pondérés avec plus de 50% pour la technologie. Et on le sait déjà, le S&P 500 est surpondéré en secteur technologique. Le marché price, c'est-à-dire en fait donne un prix à la technologie qui est déjà énorme, et on n'est pas à l'abri en fait d'un retournement, c'est-à-dire en fait, actuellement la technologie qui est payée un peu plus cher qu'elle ne l'est vraiment, et d'un retournement d'un vent de panique sur le marché qui pourrait faire perdre beaucoup à de grandes entreprises, notamment les technologiques comme Nvidia et d'autres. Évidemment, ça peut être compensé par de la croissance à long terme, et ce n'est qu'un risque. Donc, il ne faut pas tenir compte de cela, mais moi, à leur place, je diversifierai un peu plus. Donc, en résumé, le portefeuille de Nancy Pelosi est une formidable machine de croissance, certes, mais c'est aussi une fusée. Et comme toutes les fusées, elle monte au vite, mais secoue fortement pendant le trajet. Et justement, dans cette logique de pari ciblé et ambitieux, Nancy Pelosi et son mari viennent de faire un dernier mouvement qui attire toute notre attention. Et je vais vous en parler juste après. Je vais d'abord m'attarder une dernière fois sur le score du portefeuille. Et on le voit ensemble, au niveau valorisation, la note est très très basse. La valorisation, c'est généralement combien les investisseurs sont prêts à payer, donc par plusieurs ratios de valorisation, comme le PER, le PEG, pour une entreprise donnée. Et finalement, prendre en compte cette valorisation, vous le savez, sur Value Investing Screener, on essaye, la plupart donc des utilisateurs du screener, essayent de trouver des entreprises à des prix justement raisonnables. C'est Warren Buffett d'ailleurs qui le disait, il préfère acheter des entreprises exceptionnelles à prix raisonnable que des entreprises raisonnables à prix exceptionnel. Et justement, toute cette logique est ici. Le portefeuille de Nancy Pelosi ne semble pas énormément bien valorisé. Les autres pôles sont plutôt bons. Le bilan pourrait être un peu plus élevé, puisque le bilan, c'est quand même quelque chose, la note de bilan. Donc, la moyenne des entreprises ont un bilan qui est une moyenne de à peu près 2 sur 5. Le bilan, on va le voir juste après quand on va analyser un des titres. C'est assez important puisque ça permet de dire sur le long terme si l'entreprise n'est pas trop endettée, si elle peut justement payer ses créanciers et autres. C'est quand même
une composante importante. Donc le portefeuille est très bon, la performance est colossale, mais il faut faire attention quand même à certains petits éléments. Après avoir vu donc maintenant la composition globale du portefeuille des Pelosi, une chose saute aux yeux quand on va sur Stock Tracker. Broadcom n'est pas une position secondaire, c'est l'un des piliers majeurs, on l'a vu. Parce que quand on retourne dessus, on voit que ça correspond à quoi? Ça correspond à bien 14% du portefeuille. Et tout récemment, c'est pour ça que je vous en parle, Nancy Pelosi a d'ailleurs renforcé sa position en acquérant plus d'1 million de dollars d'actions supplémentaires. Ce n'est pas anodin, c'est un signal fort. Mais alors, pourquoi ce pari sur Broadcom et surtout, que vaut vraiment cette entreprise en 2025? C'est l'entreprise que j'ai décidé de creuser dans cette vidéo. On se retrouve maintenant sur Value Investing Screener, donc qui est notre logiciel d'analyse d'action. C'est un logiciel qui, en quelques clics, vous donne une idée évidemment de la qualité ou non d'un business, si elle est solvable, la croissance, la rentabilité, et qui vous permet justement de vous constituer un portefeuille antifragile en quelques clics et de façon assez simple. Maintenant que c'est dit, donc Broadcom, pour rappel, c'est aujourd'hui l'un des grands gagnants de la vague d'intelligence artificielle et je souligne ce point. Sur les 10 dernières années, quand on le regarde, quand on va sur le graphique, donc sur les 5 dernières, évidemment sur les 10 dernières années, vous le voyez, son action a grimpé de plus de 2400%, propulsant sa capitalisation boursière actuelle à près de 1500 milliards de dollars. On parle donc d'un mastodonte et pourtant sa trajectoire de croissance est loin d'être terminée selon plusieurs analystes. Pourquoi? Parce que Broadcom ne se contente pas de fabriquer seulement des semi-conducteurs génériques. Son cœur de métier, ce sont ce qu'on appelle les accélérateurs personnalisés pour l'intelligence artificielle, les solutions de mise en réseau et les logiciels d'entreprise. Concrètement, Broadcom fournit des briques indispensables aux géants du cloud et aux entreprises, ce que j'appelle hyperscale, ceux qui construisent les immenses centres de données où s'entraînent et s'exécutent les modèles d'intelligence artificielle. Et on le sait, c'est un sujet qui est à la mode en ce moment. C'est un marché donc colossal et Broadcom s'y a imposé comme un acteur incontournable. Et on le voit ici, quand on s'intéresse à la croissance, la croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, elle est de plus de 17,9%. Idem pour le résultat brut, pour le résultat net et pour les flux de trésorerie disponibles. Un élément que je vous rappelle que j'affectionne particulièrement et qui est le vrai cash généré et disponible pour l'entreprise, que ce soit pour ses investissements ou distribuer des dividendes. Maintenant que c'est dit, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi une telle croissance? D'abord parce que son portefeuille, on va dire, de produits est impressionnant. Des puces spécialisées pour l'intelligence artificielle, des réseaux Ethernet de nouvelle génération et depuis l'acquisition de VMware, des solutions d'infrastructure cloud. Ce triptyque lui permet d'attaquer le marché sous plusieurs angles. Sur la partie des semi-conducteurs, par exemple, Broadcom prévoit que d'ici 2027, au moins 3 de ses grands clients auront déployé 1 million de clusters accélérés par l'IA. Et sur la partie réseau, c'est encore plus clair. L'Ethernet est devenu la norme privilégiée pour connecter et faire monter en puissance ces clusters, représentant déjà près de 40% de son chiffre d'affaires lié à l'intelligence artificielle. À titre d'exemple, son dernier commutateur, Tomahawk 6, est une prouesse en fait technologique. Il permet de connecter plus de 100 000 clusters d'accélérateurs d'IA en seulement 2 niveaux. En d'autres termes, pour éviter les termes techniques, en fait, cette intelligence va réduire les coûts, améliore la vitesse et surtout ouvre la porte à des déploiements massifs de l'intelligence artificielle. Ajoutez à cela la montée en puissance du cloud et les déploiements personnalisés, donc avec des processeurs accélérateurs conçus sur mesure pour plusieurs entreprises et pour des mastodontes. Et vous comprenez donc pourquoi Broadcom est considéré comme le bras armé de l'infrastructure IA mondiale. Les chiffres, d'ailleurs, parlent d'eux-mêmes. Lors du deuxième trimestre 2025, quand on regarde les rapports annuels, le chiffre d'affaires a bondi de plus de 20% pour atteindre un record de 15 milliards de dollars, dont 4,4 milliards directement liés aux semi-conducteurs IA, en hausse de 46% par rapport à 2024. Les prévisions annoncent encore une progression de 60% sur l'exercice à venir, avec une cible de 5,1 milliards rien que pour la partie IA. Et surtout, Broadcom affiche des marges d'exploitation exceptionnelles. C'est ce qu'on voit ici. Plus de 32,4% en 2024 et en 2025, ça ne cesse d'augmenter. Quasiment 63,3% de marge brute et on le sait, on cherche des entreprises avec des marges brutes élevées, ce qui signifie en fait avoir un avantage concurrentiel. Alors, évidemment, avec un tel profil, le marché reconnaît et valorise Broadcom généreusement. On va s'intéresser également à la partie rentabilité. On voit un return on equity, c'est-à-dire comment l'entreprise transforme les capitaux propres, donc les capitaux apportés par les actionnaires en rentabilité,
27% sur les 12 derniers mois, donc en TTM, et 31,5% en moyenne sur 5 ans. C'est tout simplement colossal. Pareil pour le ROIC, donc qui est le retour sur les capitaux investis, qui est de 14,7% sur 5 ans, ce qui est tout simplement, encore une fois, colossal. Au niveau de son endettement, c'est une entreprise, qui a un DTI. Pour rappel, le DTI, c'est le nombre d'années de résultats nets qu'il faudrait pour rembourser toutes ses dettes, légèrement élevé de 3,24, mais en dessous encore du seuil de 4 préconisé par l'investisseur Benjamin Graham. Et on a également, un ratio debt to equity, donc la dette par rapport au capitaux propres un peu élevé. Généralement, moi, j'aime bien avoir des entreprises qui n'ont pas un DTE supérieur à 75%. Là, il est à 87%, ce qui pour moi est un peu élevé, mais dans une entreprise tech, ça paraît normal. Donc, c'est un bilan qui est plutôt sain et une entreprise qui est plutôt bien gérée. Attention cependant aux charges d'intérêt sur les résultats d'exploitation, c'est-à-dire combien représentent les intérêts qu'elle doit payer à ses créanciers par rapport aux résultats d'exploitation, qui est de 14%, quasiment 15%. Moi, j'aime bien avoir une entreprise, qui a un ratio légèrement inférieur à 10, mais pour l'instant, pas d'alerte. Alors, donc, je vous l'ai dit, avec un tel profil, le marché va pricer, va valoriser l'entreprise généreusement. Et on le voit actuellement, son entreprise a un PER de 83,93, ce qui est colossal. Pour un leader qui cumule R&D de pointe, contrat pluriannuel, visibilité de commande sur 35 semaines et positionnement clé dans un marché qui croît à 60% par an, ce multiple peut s'expliquer, mais il est quand même colossal. Si on se projette d'ailleurs à horizon 2030, plusieurs scénarios vont émerger. Dans une hypothèse basse, où l'adoption de l'IA ralentirait, où la concurrence rognerait ses parts, Broadcom pourrait encore générer environ 8% de rendement annuel, soit mieux qu'une obligation avec la solidité d'un leader technologique. Dans un scénario médian avec une telle croissance et une intégration réussie de son logiciel VMware, les rendements pourraient tourner autour de 15% par an. Et dans le cas plus optimiste où l'inférence exploserait plus vite que prévu, Broadcom conserverait sa domination et plusieurs analystes estiment qu'on pourrait atteindre 21% ou plus de rendement annuel. Donc, Broadcom n'est pas une valeur spéculative, c'est une entreprise structurante qui profite d'un double levier, le boom de l'IA et la migration mondiale vers le cloud. C'est probablement pour cette raison que Nancy Pelosi a décidé d'y investir lourdement, non pas comme un coup court terme, mais comme une conviction forte que Broadcom sera l'un des piliers de l'économie numérique les 10 prochaines années. Vous me connaissez et vous connaissez les valeurs de cette chaîne. Ce n'est évidemment pas des titres vers lesquels, qui me sont privilégiés. Ce n'est pas mon style d'investissement. Je suis plutôt du small cap value, vous le savez. Mais c'est un titre qui mérite justement notre attention et j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire si, selon vous, ce titre est sur ou sous-évalué. Maintenant que tout ça est dit, que retenir de ce portefeuille? Il est clair que Nancy Pelosi est devenue une véritable star de l'investissement. Ses choix sont suivis de près, parfois copiés, souvent critiqués, mais il faut reconnaître que ses résultats sont impressionnants. Pour autant, il ne faut jamais oublier une règle fondamentale. Ce n'est pas parce qu'une stratégie a fonctionné par le passé qu'elle sera encore gagnante demain. Comme le dit Howard Marks, une citation que j'aime beaucoup, on ne fait pas forcément fortune en achetant ce que tout le monde adore, mais en achetant ce que tout le monde sous-estime. Et c'est exactement pour cette raison que de mon côté, je préfère le value investing, c'est-à-dire chercher les entreprises délaissées, mal comprises, parfois même boudées, mais qui possèdent des fondamentaux solides et un potentiel de croissance sous-évalué par le marché. C'est là que se cachent les plus belles opportunités long terme. Et en l'occurrence, le portefeuille des Pelosi n'est pas exactement le même. Si je devais justement optimiser ce portefeuille des Pelosi, je dirais qu'il gagnerait à être un peu plus diversifié, surtout pour un investisseur particulier qui chercherait à recopier, ce portefeuille. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'il est surconcentré sur des large caps américaines et sur la technologie. C'est une conviction forte, puisque justement, ils sont imbriqués dans ces secteurs-là, mais aussi un risque important, puisque en cas de retournement sectoriel ou de choc géopolitique, on n'est jamais à l'abri, vous le savez, la volatilité peut devenir insoutenable. Ajouter d'autres zones géographiques, d'autres secteurs et même quelques small caps permettrait de rendre l'ensemble plus robuste. La diversification ne fait pas disparaître le risque, attention, mais elle en réduit les effets. En résumé, oui, le portefeuille Pelosi est une machine de performance, mais il n'est pas forcément un modèle à suivre pour un investisseur particulier, car investir, ce n'est pas seulement chercher le rendement le plus élevé, c'est aussi trouver la stratégie qui correspond à sa tolérance au risque et à son horizon de temps. Est-ce que vous aimeriez que j'analyse le portefeuille d'autres personnalités publiques, comme Warren Buffett, d'autres représentants de la chambre ou également d'autres personnalités publiques influentes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et pensez à vous abonner, activer la cloche et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers passionnant de cet investissement, si je puis dire à long terme. C'était Sébastien Valton sur la chaîne Vice et je vous dis à très bientôt
pour continuer à parler long terme.